Merci Salima, merci Rachida et puis merci à toute l'organisation là pour m'avoir invité pour ce congrès. C'est toujours pour moi un plaisir immense d'être ici dans mon pays. C'est toujours l'occasion pour voir la famille, les amis, les collègues. Donc encore une fois, merci et puis bon, c'est un grand plaisir. Alors, on m'a demandé cette année de parler des extractions du matériel de stimulation et de défibrillation. Un sujet très particulier, très technique, donc il y a beaucoup de choses à voir, mais je vais essayer de centrer la présentation sur vraiment l'essentiel. Alors, on a pris beaucoup de retard, donc excusez-moi, je vais essayer d'aller très vite. Alors, tout d'abord un mot d'introduction, juste pour vous dire Juste pour vous dire que le taux d'implantation des pacemakers, des resynchronisateurs, de défibrillateurs est en perpétuelle croissance. Et ceci est lié principalement à l'élargissement des indications, que ce soit les indications rythmiques, les indications hémodynamiques ou les indications prophylactiques. On implante en Europe beaucoup de patients avec le défibrillateur en prévention primaire. Alors, ceci associé à une espérance de vie qui est de plus en plus importante, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Chez des patients qu'on va implanter à un âge très jeune, ils vont être amenés à subir des interventions multiples et chaque fois qu'on intervient, on rend le risque d'infection ou d'endommagement du matériel en place plus important. Donc, comme conséquence de tout ça, on a une augmentation justement là, de ces complications, qu'elles soient infectieuses ou non infectieuses. Et puis, ça explique pourquoi on a une expansion. Enfin, actuellement, en France et en Europe, de manière générale, aux États-Unis, c'est la même affaire. On a une expansion des indications de l'extraction de matériel. Regardez ici assez rapidement l'augmentation du volume d'implantation des simulateurs cardiaques. En haut, c'est les stimulateurs double chambre. Tout à fait en bas, en rouge, c'est les CRT qui n'arrêtent pas de croître. C'est vrai qu'il y a une stagnation au niveau du VVI qui a de plus en plus très peu d'indications. Regardez cet autre travail qui a été fait aux États-Unis. La courbe en violet correspond au taux d'implantation et regardez le parallèle qui existe avec le taux d'infection. Les deux courbes sont parallèles, heureusement elles ne sont pas côte à côte, mais il y a un bon pourcentage de patients qui sont implantés qui vont poser un problème infectieux et donc qui vont nécessiter une explantation. En 2006, par exemple, aux États-Unis, sur plus de 220 000 prothèses implantées, il y a eu quand même, c'est énorme, 12 900 patients qui ont présenté une infection de matériel et donc il était devenu obligatoire de le retirer le matériel. À côté du problème infectieux, il y a d'autres situations où on va être amené à extraire le matériel. Les douleurs chroniques sévères, que ce soit au niveau du système vasculaire ou liées à la présence de la prothèse, fort heureusement, c'est une situation qui est très rare, mais c'est nous qui la générons. C'est essentiellement les prothèses qui sont mal mises, une loge qui n'est pas bien confectionnée, qui n'est pas bien fixée, qui peut migrer, etc. Elle peut occasionner des douleurs. Une autre situation où on est amené à extraire le matériel, c'est la thrombose veineuse. Elle est très fréquente et également la sténose veineuse liée à la présence donc, de matériel. La dysfonction de sonde, et ça c'est pas nous, c'est lié aux propriétés intrinsèques de la sonde, quoique une sonde qui n'est pas bien mise, on va la fragiliser, surtout au niveau de la loge quand on les enroule. Après, il y a des sondes parfaitement fonctionnelles, dont l'intégrité est parfaitement respectée, mais qui peuvent poser problème. Et cela aussi, il y a discussion quant à les retirer ou pas.
Voyez, la classification de ces indications remonte à fort longtemps. Enfin, c'était la fin des années 80 où, grâce aux travaux de Charles Bird, c'est lui qui le premier a proposé cette classification. Les infections systémiques, il n'y a pas le choix, il faut extraire le matériel, c'est des indications obligatoires. Les infections locales, les infections de l'auge, sont des indications nécessaires. Je rajouterai, entre guillemets, presque aujourd'hui, obligatoires. Et puis, il y a les dysfonctions de sonde où là, c'est à discuter au cas par cas. Bird, c'est un grand nom vraiment dans l'extraction. Il a même un matériel qui porte son nom. Je vous montrerai peut-être le schéma après. Alors, il a fallu attendre l'année 2000 pour voir publier les premières recommandations concernant l'extraction de sonde. Et vous voyez, on avait juste classe 1, classe 2, classe 3. Il n'y avait pas le détail. Et ce n'est que beaucoup plus tard, à la fin des années 2000, qu'on a eu ce consensus d'experts, où là où on a vu apparaître le codage couleur, comme pour toutes les recommandations. Vert, c'est que c'est impératif. Rouge, il ne faut pas le faire. Orange, vaut mieux ne pas le faire. Et jaune, vaut mieux quand même le faire. Alors, pour ce qui est des infections, voyez, quel que soit le type d'infection, vert, donc c'est-à-dire qu'il faut faire, quel que soit le type d'infection, infection de l'eau, endocardite, atteinte d'une valve, etc., il faut explanter le matériel. En jaune, c'est-à-dire que on est amené à le faire, c'est des patients qui présentent une bactériémie qui est persistante malgré antibiothérapie. On a isolé un germe, il faut les faire. Les situations où il ne faut pas faire d'explantation de matériel, c'est les infections superficielles, dites encore incisionnelles, ou alors lorsqu'il y a une bactériémie, mais dont la source est connue, c'est les patients trachéotomisés, les patients qui sont porteurs de sonde à demeure, etc. Ils font très facilement des bactériémies, ça ne constitue pas une indication à l'explantation. Regardez les dégâts donc des implantations. En haut à gauche, c'est un patient dans les suites opératoires qui a fait un hématome qui est très important. Sachez que lorsque le patient fait une complication de ce type, les hématomes de l'auge en post-opératoire, ça favorise l'infection et ce patient, il faut vraiment le surveiller de manière très rapprochée parce qu'il risque de poser le problème infectieux. Donc, à côté en haut à droite, c'est un patient malheureusement qui a eu l'hématome et puis quelques semaines plus tard, ça a évolué vers vraiment la nécrose cutanée. On voit en dessous le défibrillateur. En bas à gauche, ici, vous voyez déjà ce petit point qui était lié à un défaut de cicatrisation de la plaie. Il y a un petit point jaunâtre au milieu. C'est sûr que ce patient-là, on va lui retirer tout le matériel. Si on camoufle les choses, si on le reprend, on rapproche les berges, etc., on peut faire tout ce qu'on veut, on le met sous antibiotiques, etc., la récidive sera la règle. Donc quand on a des choses comme ça, il faut extraire le matériel. Et il en va de même pour ce patient-là où il y a une extériorisation du boîtier. Même s'il y a localement aucun signe inflammatoire, c'est un patient qui est infecté. Et donc, vous voyez, on est en vert, c'est-à-dire il faut le faire, il faut retirer le matériel. Là où on est un peu embêté, c'est des situations comme ça, c'est ce qui est qualifié d'infection incisionnelle. Je vous avouerai qu'on n'aime pas trop voir ça au bout de 2-3 jours quand on retire le pansement. Si on a ce petit écoulement ici, il y a un défaut de cicatrisation. Au jour d'aujourd'hui, les recommandations disent surveillance, surtout si les paramètres biologiques inflammatoires sont négatifs. Peut-être se donner un petit peu de temps, mais encore une fois, on n'aime pas ça. Les recommandations aujourd'hui, je vous les donne comme ils sont cités. Ils disent que, il faut pas le faire. Alors, les procédures à risque, ces infections ne surviennent pas chez tout le monde, fort heureusement. Ce qui est reconnu comme procédure à risque, vous voyez ici, c'est les remplacements de boîtiers. Donc, quand on est amené à remplacer un boîtier parce qu'il y a une usure de la batterie, il faut être très, 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 très vigilant. C'est là où il y a le maximum d'infections. Après les révisions, vous savez, il y a des patients où le boîtier il est un peu superficiel, la sonde on la voit de trop, etc. On se dit, je vais pas attendre le problème, je vais faire une révision de l'auge, un repositionnement de pace, etc. Au fait, ça se décide vraiment à la primo-implantation, c'est là où il faut une rigueur absolue, il faut être intransigeant et il faut prendre le temps qu'il faut pour faire correctement les choses. Et puis après, on a cette entité maintenant à laquelle on a recours de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'upgrade, c'est-à-dire un
par exemple, le patient de Rachida, celui, on discutait l'upgrade, il a un défibrillateur simple chambre, on est en train de discuter le rajout d'une sonde VG, hein, on est en train d'upgrader son système. C'est ces patients-là également qui peuvent poser un gros problème infectieux. Et voyez, la primo-implantation arrive en dernier, à condition de respecter l'antibioprophylaxie et être très rigoureux au moment de l'implantation. Alors, patient infecté, on a retiré le matériel, quand est-ce qu'il va falloir le réimplanter? Alors en gros, pour faire vite, première chose, je réévalue l'indication de l'implantation. Partout où on va dans le monde, hein, ici, en France, États-Unis, etc., il y a des indications abusives d'implantation de stimulateurs cardiaques. C'est comme ça. Ce n'est pas exprès le caractère abusif, mais probablement parce que, par méconnaissance des recommandations ou autres, des patients se retrouvent, un paquet de patients se retrouvent avec des pacemakers implantés alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, quand je retire du matériel, c'est sûr, la première chose que je fais, je prends le temps de réfléchir, à moins que le patient est stimulodépendant, donc là, la question ne se pose pas, mais les patients qui ne sont pas stimulodépendants, prendre le temps de réfléchir, est-ce qu'il faut vraiment le réimplanter, hein, c'est une indication de classe 1. Dans les autres situations, pour faire vite, on attend la négativation de tout ce qui est bactériologique, hein, de tous les prélèvements, et on implante généralement facilement 72 heures après le retrait du matériel. Alors, quand il y a une végétation, on préfère attendre facilement 2 semaines après l'extraction du matériel. Pour les patients stimulodépendants, hein, je vous le dis comme ça, en fait, il n'y a pas de règles chez tout le monde, mais pour le patient stimulodépendant, nous, ce qu'on a fait, au fait, c'est une technique que j'ai ramenée du Canada quand j'ai fait mon passage là-bas. Au fait, on leur implante une pacemaker par voie jugulaire interne droite, une véritable sonde de stimulation. Après le retrait du matériel, on leur implante une sonde de stimulation, une véritable sonde de stimulation qu'on visse dans le ventricule et à laquelle on connecte le pacemaker qu'on vient de retirer. Comme c'est en dehors de la peau, donc ça ne risque rien, et ça nous permet de les rendre ambulatoires, le temps de les ramener pour les réimplanter. Il faut éviter de laisser une sonde fémorale temporaire chez un patient stimulodépendant chez qui on vient d'enlever le matériel, parce qu'on va le réexposer au risque infectieux plus tard. Alors, il ne faut pas oublier le recours à la stimulation épicardique, hein. Si on a retiré du matériel du côté gauche, par exemple, c'est sûr, il est préférable d'implanter du côté droit, hein, on va choisir le côté contralatéral, mais si pour une raison X ou Y, il y a peut-être une chambre implantable, il y a déjà eu une chirurgie dans la région sous-clavière droite, ne pas oublier de proposer la stimulation épicardique qui marche. Salima tout à l'heure a cité les limites, on se retrouve souvent avec des seuils élevés, mais de plus en plus, et il faut rentrer avec le chirurgien en salle, hein, quand on fait ça. Tous les chirurgiens ne connaissent pas les sondes de stimulation, il faut les orienter, il faut tester les seuils, etc. Donc c'est quelque chose de très important. Voilà pour le problème infectieux. Je passe très rapidement aux douleurs sévères chroniques, hein, c'est le caractère sévère de la douleur qui peut nous amener à extraire du matériel. Ça reste exceptionnel. Le plus fréquent, par contre, c'est les thromboses veineuses, hein. On veut faire un upgrade d'un système de stimulation qui est déjà existant. Je vous recommande, quand vous voulez faire un upgrade là, du système, d'opacifier le système veineux, d'autant plus que la prothèse existe depuis plusieurs années. Les vaisseaux thrombosent, hein. Donc, avant d'ouvrir le patient ou de tenter une ponction à l'aveugle, je m'assure que le système veineux, c'est soit par un écho-doppler veineux, mais il faut que l'échographiste connaisse bien les choses. C'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on a du matériel qui existe dans les vaisseaux. Ou alors, ça prend vraiment très peu de temps. J'installe un garrot sur le bras, là où il y a du côté là où il y a la prothèse. J'injecte un bon volume d'iode, je retire le garrot et je filme. Je commence la filmographie et je vois est-ce que le système est perméable ou pas. Comme chez le cas de ce patient, où là, le système cave supérieur, il est complètement
thrombosée. Heureusement qu'on le sait à l'avance. Bon, donc il y a cette sonde qu'il va falloir aller retirer. Et au moment du retrait, à ce moment-là, bon, on va libérer la place pour implanter un deuxième système. Et donc ça, c'est des indications de classe 1, hein, c'est des indications très fortes. Un autre exemple ici, vous voyez, ben, tout simplement, on a injecté par le bras gauche, on voit ici un arrêt très net, hein, du produit de contraste, c'est-à-dire que ici c'est thrombosé. Et donc, heureusement qu'on le sait, parce que à la limite, en ponctionnant ici, on aurait pu avoir un petit retour de sang. On va forcer avec le guide, on ne va pas savoir ce qu'on fait. Donc, vaut mieux quand même faire cette injection tout à fait en début de procédure avant d'ouvrir quoi que ce soit. Là aussi, c'est une indication forte de retrait du matériel. Maintenant, le problème des sondes. Au fait, la plaie dans un système de stimulation ou de défibrillation, c'est les sondes. Sans les sondes, la vie des porteurs de ces prothèses serait un long fleuve tranquille. On a les problèmes majeurs parce qu'il y a les sondes. Alors, il y a des sondes qui sont fonctionnelles et il y a d'autres où il y a à l'évidence un défaut d'intégrité de la sonde. Alors, les sondes fonctionnelles, quand est-ce qu'on va être amené à les retirer? Ben, c'est des sondes pour lesquelles le constructeur a fait un rappel. Hein, c'est des sondes, par exemple, le dernier rappel concerne la sonde RIATA, c'est une sonde de défibrillation où il peut se produire une externalisation là, du conducteur. Alors vous avez la Haute Autorité de Santé ou autre qui édite des règles, mais il n'y a pas de consensus. Que faire hein, quand on a vu ça? Surtout, méfiez-vous, ces sondes-là, elles peuvent avoir des paramètres électriques qu'on voulait contrôler parfaitement stables, parfaitement satisfaisants, alors qu'il y a déjà l'externalisation du conducteur. Il faut recourir à la scopie très facilement, et même une scopie de bonne qualité, et multiplier les incidences, parce qu'on peut passer facilement à côté d'une rupture de conducteur. Alors, des sondes fonctionnelle, enfin une sonde fonctionnelle à côté d'une sonde qui ne l'est pas. Chez ce patient, il avait déjà une sonde de défibrillation double coil, hein, le premier coil ici et le deuxième coil. Au passage, on n'implante plus que des simples coils en raison de la thrombose que favorise le coil ici proximal au niveau du tronc innominé. Donc la tendance aujourd'hui, je dirais plus de 90% des sondes qui sont implantées. J'étais très surpris, Rachida, ton patient là que tu nous as montré qui a été implanté en Espagne. Ça fait pas longtemps, il a été implanté d'une sonde de double coil. Enfin bref, celui-là, il avait une sonde double coil qui a posé problème et donc on lui a implanté une deuxième sonde, mais l'opérateur, vous voyez, il a mis la deuxième sonde à proximité immédiate de l'autre et donc le simple frottement entre les sondes a fait croire au défibrillateur, là ce que vous voyez ici les FFF, c'est que le défibrillateur est en train de faire le diagnostic de fibrillation ventriculaire et donc il a échappé à un choc ce patient uniquement parce que il allait recevoir un choc uniquement par interférence entre les deux sondes. Quand on voit ça et quand vous avez un EGM comme ça, c'est une indication parce qu'un jour ou l'autre, il va recevoir le choc électrique. Donc c'est une indication parfaitement valide de retrait du matériel ou du moins si on n'a pas positionné depuis longtemps la sonde, repositionner la deuxième sonde. Il y a suffisamment d'espace dans le VD, il y a le septum, on aurait pu éviter cette situation. Voilà un exemple de sonde, mais vous voyez sur une radio de face, c'est très difficile hein, de voir qu'il y a une externalisation du conducteur. On le voit ici quand on a retiré le matériel, mais je peux vous dire, quand on zoome avec une scopie de bonne qualité, on le voit ce conducteur ici qui sort, et donc c'est une sonde défaillante qui a été retirée. C'est une indication également de classe 1. Alors, quand on voit cette radio, pour vous, est-ce que la sonde est en place ? C'est un patient qui a été implanté d'un défibrillateur avec une sonde double coil en prévention primaire parce qu'il avait une fraction d'éjection à 35%. Alors, il n'est pas rare de voir le coil proximal hein, déborder au niveau de la veine cave supérieure et même de la sous-clave. En fait, elle est à cheval sur le tronc innominé et une partie de la sous-clave. Et au fait, cette sonde, tout simplement, elle est en position VG. Alors ici, vous voyez, elle est haute par rapport aux sondes habituelles. Les sondes habituelles, on les voit plutôt en bas lorsqu'elles sont en position apicale. Et là, ce patient avait tout simplement un foramen ovale perméable. Donc la sonde est passée OD, OG,
OG vers le VG. Hein. Alors, les recommandations, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est une classe 3, c'est-à-dire qu'il ne faut pas enlever ces sondes quand elles se trouvent là où elles ne doivent pas être, hein, sauf dans ce cas particulier, on a quand même du matériel dans la circulation systémique. On a vu que le matériel peut thromboser, donc s'il fait une thrombose, il peut faire des accidents thromboemboliques. Donc, chez ce patient-là, il était déjà sous traitement anticoagulant, donc ça ne m'embêtait pas trop de lui laisser le matériel. Là où on aurait été beaucoup plus embêté, c'est s'il n'avait pas de traitement anticoagulant, on n'allait pas lui coller le traitement anticoagulant exprès pour laisser cette sonde en place. Ceci étant, quand elle passe là comme ça dans la circulation systémique à gauche, c'est sûr que c'est pas des retraits faciles. Au moment du retrait, il faut savoir, enfin de l'extraction, il faut savoir que là aussi ça peut thromboser et puis bon les cailloux peuvent migrer. Alors, je vous montre cette situation, mais il y a des situations où la sonde peut migrer. On a vu l'année dernière une sonde qui a été implantée. Donc, elle a une sonde qui a été implantée en position septale. C'est une sonde de stimulation. Et elle a migré, elle a traversé le péricarde, traversé le poumon. Hein, elle est allée se loger dans les poumons. Et elle a été arrêtée dans sa course par une côte. Hein, c'est la côte qui l'a stoppée. La patiente complètement asymptomatique. Elle n'a jamais rien ressenti. Donc, cette patiente, on n'a même pas cherché parce que bon, on n'aurait pas su comment l'extraire, on aurait fait plus de dégâts, même en chirurgie, c'était compliqué. On l'a abandonnée, là, dans la mesure où la patiente est complètement asymptomatique, et on ne l'a même pas implantée. Là aussi, on avait révisé, on avait revu les indications, ben, il n'y en avait pas, on l'avait laissé tranquille. Alors, les sondes qui posent un problème d'intégrité, c'est également une classe 1. Je dirais quand il commence à poser un souci lié à la qualité de la stimulation. Mais si elles ne sont pas fonctionnelles et qu'il n'y a pas une indication claire pour les retirer, on les abandonne et on rajoute une sonde. Regardez ici le défaillance des sondes de défibrillateur. Hein. Je vous montre tout de suite le taux annuel hein, sur une sonde de 10 ans, c'est 20%. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est sûr, quand on retient l'indication du défibrillateur, il faut vraiment bien poser les indications parce que il y va de la vie des gens. Alors, rajouter, je vous disais, on abandonne et on rajoute des sondes. Il faut savoir que quand on multiplie le rajout des sondes, comme chez ce patient qui était implanté initialement du côté droit, à l'évidence, ces sondes à droite ont posé problème. On lui a rajouté une troisième à droite. Finalement, rien n'a fonctionné. On lui a enlevé le pacemaker et on a fait strictement ce qu'il ne faut pas faire hein, parce que ça embête celui qui doit retirer le matériel. On a coupé les sondes et vous voyez, il y en a une après qu'elle ait été coupée, elle a migré un peu. Donc, pour aller la choper, celle-ci, pour la retirer en cas de problème infectieux, c'est la croix et la bannière. Et donc, ils ont rajouté, globalement, retenez que dans les recommandations, on dit qu'il ne faut pas plus de 4 sondes à l'intérieur des cavités cardiaques et il ne faut pas 5 sondes qui passent dans la veine cave supérieure. Hein, parce que là, vous faites courir aux patients le risque de thrombose cave supérieure. Donc, si vous voyez ça, vraiment, il faut d'abord extraire. Si l'indication est impérative, là, pour ce patient, on aurait pu effectivement extraire le matériel de ce côté et réimplanter. Pour les patients jeunes, préservez un côté. Ne courrez pas rapidement à implanter de l'autre côté parce que vous condamnez les deux systèmes. Et s'il thrombose, on fait la veine cave supérieure. Et si le patient a par hasard besoin d'un porte-à-4, etc., enfin, on condamne les accès veineux. Donc il faut tout faire pour essayer de traiter un seul côté. Alors, le problème de l'extraction, c'est les adhérences hein, liées à la fibrose qui se constituent très rapidement. Hein. Et donc le contact d'une sonde avec les vaisseaux va favoriser la constitution d'une fibrose et on va se retrouver avec des gaines vraiment très fibreuses qui vont entourer les sondes de PACE, comme dans cet exemple-là. Un truc qui est très important, quand on dit il faut que l'intervention aille vite, l'intervention d'implantation, c'est pas comme ça pour deux choses. Plus l'intervention est à rallonge, hein, l'implantation est à rallonge, plus
on expose le patient au risque infectieux. Et il a été démontré également clairement que plus on traîne pour implanter des sondes à l'intérieur du cœur, plus on va favoriser la survenue de thrombose. Voyez ce que ça donne et ça vous explique tout de suite, ça plante le décor, pourquoi l'extraction n'est pas quelque chose de facile. Il se constitue des gaines de fibrose autour des sondes, que ce soit ici dans le ventricule ou dans l'oreillette. Et donc, comme on va les chercher par traction et on introduit des gaines, donc on peut expliquer, on peut comprendre pourquoi on a des difficultés et ça peut poser problème. Regardez dans ces séries autopsiques, ici il est coincé dans un des feuillets là, de la tricuspide et ici vous avez une véritable gaine autour de la sonde. Et il y a des études qui ont regardé quel segment qui thrombose plus facilement. Alors, que ce soit les sondes ici de pacemaker, de défibrillateur, ou les sondes de sinus coronaire, au fait, celles qui thrombosent le moins souvent, c'est les sondes du sinus coronaire. Un moyen de regarder, c'est 30% des patients qui ont une sonde dans le sinus coronaire qui vont thromboser, alors que pour les sondes de défibrillateurs, c'est 95%. Et c'est très vrai, et c'est même peut-être plus pour les sondes à double coil. Donc je ne connais pas les habitudes au Maroc, mais il faut bannir les sondes à double coil. Il n'a jamais été démontré qu'une supériorité des double coils par rapport au simple coil. Jamais, pas une seule étude. Donc optons pour des choses simples. Je passe sur ça. Alors, j'arrive au côté technique sur lequel je passe très rapidement par le passé, mais ce n'est pas un passé si lointain. Vous savez, le premier PACE implanté, c'était 1958, donc on n'est pas dans des choses... Alors, les premiers procédés pour extraire le matériel, ça se faisait comme ça, c'est par traction manuelle. On essayait de tirer sur la sonde. Elle venait pas. Bon, quand on voit les adhérences, etc., on comprend bien qu'elle voulait pas venir. Et après, il y en a même qui ont imaginé ce système-là. On sort la sonde de sa loge, même si le patient n'est pas infecté, là c'est le bon moyen pour l'infecter, et on tire sur la sonde, on accroche un fil sur une poulie, et on commence tous les jours, à chaque semaine, on augmente le poids pour faire céder à un certain moment la sonde. Alors inutile de vous dire que c'était inefficace et greffé d'une très lourde mortalité. Il y avait également la chirurgie qui était proposée, mais là aussi, vous voyez, on le sait tous, c'est sternotomie ou thoracotomie, une morbimortalité qui est très importante, un coût qui est très important pour tout le monde, ce qui fait que ces indications ont été rapidement très limitées. Et ce qui s'est imposé ces dernières années, clairement, c'est l'extraction percutanée, transveineuse, comme disent les anglo-saxons, efficace, assez sécuritaire, je dirais, mais sous des conditions. Et c'est pour ça les indications de cette extraction percutanée sont de plus en plus larges. Là, c'est sans intérêt, c'est juste l'historique. C'est véritablement à partir du milieu des années 90, 2000, qu'on a commencé à voir arriver les moyens modernes pour retirer ces sondes-là. Quand on les retire par voie haute, ça c'est un exemple donc de dilatateur de Bird, c'est lui qui l'avait mis en place avec un système de double bougie coulissante. Il y en a une avec l'ISO et donc qui nous permet de frayer le chemin et on descend l'autre. Il faut imaginer qu'on a déjà mis la sonde à l'intérieur de ça. Alors pour mettre la sonde à l'intérieur de cette gaine, on a besoin que sa lumière soit libre et on a besoin qu'elle ne soit pas coupée. Donc, si on décide, encore une fois, d'abandonner les sondes, s'il vous plaît, ne les coupez pas. Pour ceux qui implantent, ne coupez pas les sondes. Ça pose un gros souci pour celui qui veut faire l'extraction. Vous mettez un capuchon, vous l'enfouillez dans le plan profond, et puis voilà. La deuxième chose à laquelle il faut faire très attention, ne jamais mettre du sang sur là où on met les guides, parce que ça caillote à l'intérieur et après nous on ne peut plus passer les guides parce qu'on met un stylet autobloqueur à l'intérieur de la sonde pour qu'on puisse la tracter. Alors ça ici, ce système là comme un pistolet, c'est exactement la même chose que ça, c'est une gaine mais qui est munie à son extrémité par des petits couteaux et donc chaque fois qu'on tire là avec le pistolet, les couteaux ils font un rond et ils libèrent les adhérences tout simplement. Et comme ça on progresse en libérant les adhérences jusqu'à faire sauter la sonde. Il y a bien sûr le laser. Il y a d'autres techniques, mais actuellement, majoritairement, ce qui est utilisé, c'est le laser et le matériel de Cook, c'est celui-là. Alors, après,
il y a des sondes qu'on essaye de tirer par voie haute et à un certain moment, elles cassent. Et quand elles cassent, ben, il faut utiliser ce qu'on appelle le lasso pour aller les chercher par voie basse. Comme ici, là, ces deux sondes-là, elles ont cassé par voie haute. Et donc, on introduit ce système-là. C'est un lasso, au fait, il va juste nous permettre d'attraper la sonde comme ça, par voie fémorale, et de la tirer vers le bas pour la sortir par voie fémorale. Je passe rapidement sur ces détails. Ça nous arrive également d'utiliser les cathéters ablateurs qu'on utilise pour faire l'ablation parce qu'ils ont plus de rigidité que les cathéters diagnostiques. Et vous voyez, là, comme ce cas-là, ici, la sonde a cassé parce qu'on a tiré dessus par voie haute, ça arrive. Et donc, la solution, c'est de la rattraper par voie basse. Et il n'est pas rare qu'on utilise l'ablateur plus le lasso pour une meilleure préhension de cette affaire. Voilà comment ça se passe, c'est sans intérêt. Voilà l'exemple de choses qu'on récupère. Didier Klug, là, de Lille, il montre souvent une photo, là, comme ça, où il a retiré le feuillet, un feuillet de la trituspide, tellement l'adhérence était très importante. Et puis le patient, finalement, ça s'est terminé par une sternotomie pour lui réparer sa valve. Vous voyez ici le degré de gain là, qui entoure les sondes. Ici, c'est des sondes qui se sont entourées entre eux. Là aussi, pour les implanteurs, pour le stimuliste, il faut vraiment faire attention quand on positionne les sondes. Si vous voyez qu'une sonde risque de tourner autour de l'autre, évitez cette situation, parce que là, du coup, pour les retirer, c'est d'une complexité qui n'a pas de nom. Ce patient-là, ça s'est terminé par une chirurgie cardiaque pour retirer ces sondes-là. Les complications de l'extraction, il peut y avoir un décès. On tire sur le cœur, surtout quand c'est des sondes passives. Les sondes passives, c'est juste des sondes à barbe. Et donc, elles adhèrent tout simplement. C'est comme ça qu'elles sont positionnées. C'est pour ça qu'il vaut mieux, là aussi, pour ceux qui implantent, préférer les sondes à fixation active. C'est des sondes que l'on visse. Et au moment de l'extraction, on les dévisse et elles viennent un peu plus facilement. Sur les sondes à barbe, quand on tire dessus, il peut y avoir une perforation, une tamponnade et puis le décès. Perforation cardiaque, perforation vasculaire, ça peut arriver, les embolies pulmonaires en raison de la thrombose. Et puis bon, l'AVC, s'il y a un foramen ovale perméable ou si le matériel est passé du côté gauche. Pour faire ces extractions, là, aujourd'hui, il y a un programme, ce qu'ils appellent les anglo-saxons de training, de formation. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas que c'est compliqué. C'est juste comme toute chose en médecine. L'échographie, si on fait pas de l'échographie tous les jours, on devient mauvais échographiste. Voilà, c'est comme ça. Et pour l'extraction, il y a un risque de décès. Et donc c'est pour ça, bon, il y a un programme. Et voyez ici, là c'est le médecin qui est en train de s'entraîner avec le volume qui est exigé d'extraction, quel type de sonde, etc. Et pendant combien de temps. Et même le centre qui est censé former les gens pour extraire le volume, etc. Alors l'environnement, il est extrêmement important. Il faut qu'il y ait un chirurgien cardiaque en backup. Nous, on le fait dans le bloc de chirurgie cardiaque et le patient, il est champé d'emblée comme pour une sternotomie. Donc, si jamais ça tourne vinaigre, il y a le chirurgien avec nous, le perfusionniste, etc. Tout est prêt pour la chirurgie. Ici, des facteurs qui peuvent prédire le risque de complications pendant l'extraction. Vous avez la référence ici sur Europace 2012, vous récupérez ça. C'est très intéressant à lire ce document, il résume tout ce que je viens de dire sur l'extraction. Lorsque vous confiez vos patients, sachez quand même, ayez ça en tête. Pour finir sur une note pas très pessimiste concernant les extractions, quand même malgré tout, voyez la multitude d'études qui ont été réalisées. En noir, c'est le taux de succès au niveau des centres. En orange, c'est les complications majeures. En rouge, c'est les décès. En gros, pour résumer les choses, il y a plus de 90% de taux de succès d'extraction de sonde lorsque fait par quelqu'un qui a eu la formation pour et dans un environnement adéquat. Les complications majeures, on est aux alentours de 1,8%. Les décès, c'est 0,4%.
Comme message à retenir, le meilleur traitement, on le dit toujours en médecine, le meilleur traitement c'est la prévention et ça se décide vraiment au moment de la primo-implantation et c'est là où il faut la rigueur absolue. Toujours l'équipe de Lille qui ont une grosse expérience des problèmes infectieux, au fait Didier Klug, il s'était amusé à faire un prélèvement au niveau de la loge au moment de la primo-implantation d'un stimulateur. Et ils ont stocké ce prélèvement-là. S'ils avaient trouvé des microbes, même ça profite, des bactéries ça profite, ils ont fait une analyse génétique de cette affaire et ils l'ont stocké dans une base de données. Et donc les patients qu'ils ont repris plus tard pour une infection de stimulation, ils ont regardé est-ce que c'est le même germe et dans un pourcentage effrayant de cas, c'était effectivement le même germe tel que attesté par une analyse génétique. Vraiment, ils ont été loin dans cette affaire-là. Et donc, jusqu'à 10 ans après. C'est pour ça qu'il faut exiger une asepsie rigoureuse, on dit une asepsie de chirurgie cardiaque. Alors, pour éradiquer une infection chez quelqu'un dont le matériel a été infecté, vous voyez, je vous ai repris toutes les recommandations, c'est un peu barbant à lire les recommandations, mais en gros, une infection évidente de l'auge, parce qu'il y a un abcès. Juste la simple érosion de la peau par la prothèse. Ou alors une adhérence de la prothèse. Le pacemaker, ou le défibrillateur, il faut qu'il soit souple sous la peau. S'il n'est pas souple, c'est qu'il est infecté. Ça, c'est sûr et certain. Lorsqu'il y a un écoulement chronique, ou a fortiori, lorsqu'il y a une fistulisation au niveau de la loge et de la peau, et bien évidemment, tout endocardite, soit valvulaire ou sur sonde, la seule manière de traiter ça, on oublie les repositionnements, les réfections de loge, encore une fois, j'insiste beaucoup, c'est il faut retirer le matériel. Autrement, c'est l'endocardite qui est assuré derrière. Voilà, et j'en ai fini avec ça. Merci beaucoup, Nejmeddine, pour cet exposé très clair, très intéressant. Je pense que le jour où le professeur Chaïb m'avait posé la question, qu'est-ce qu'on lui propose? J'ai tout de suite pensé à cette question parce que dernièrement, on a eu pas mal de cas difficiles, de prise de décision difficiles pour des suspicions d'infection sur pacemaker. Donc j'ai trouvé que c'était quand même intéressant vu que tu as plus d'expérience, plus dans l'extraction. Donc s'il y a des questions dans l'assistance, c'est une lecture, mais bon, c'est... Est-ce qu'il vous est arrivé, quand vous avez mis des sondes endocavitaires, que tous les ponts ont été coupés, de recourir à ce moment-là à la voie épicardique, soit par une sonde vissée ou crochetée par voie épigastrique, tout en sachant que ça donne bien sûr de moins bons résultats sur le long terme, puisqu'il y a une fibrose qui se produit au niveau de la voie épicardique, et donc il va falloir à ce moment-là remettre une autre sonde épicardique. Oui, au fait, on a recours effectivement à toutes ces différentes alternatives qu'il faut connaître. Au fait, notre attitude, c'est quand on extrait du matériel, c'est d'essayer de tout faire pour préserver le capital veineux. Lorsqu'il n'y a pas d'infection, lorsque c'est un dysfonctionnement de sonde, un problème intrinsèque de la sonde, on fait tout pour essayer de passer du même côté, c'est-à-dire par voie endocavitaire. Même s'il y a de la fibrose, on prend le temps pour faire ça, pour libérer la sonde. Il faut savoir que quand on libère la sonde, comme c'est une gaine qui nous aide pour libérer la sonde, une fois la sonde est libérée, la gaine est en place, donc la veine est reperméabilisée, on glisse un guide et puis on a une voie d'abord et on positionne nos sondes. Dans le cas où rien n'est possible en haut, bien évidemment, on a recours aux solutions que vous proposez, oui, quand on n'a pas de choix. Pardon, je veux savoir et comprendre pourquoi toujours, quand il y a suspicion d'infection du boîtier, on trouve un bilan infectieux strictement normal. C'est extrêmement piégeant. Vous pouvez faire la procalcitonine, la CRP, les blancs, multiplier tout ça, et tout peut être négatif.
Aujourd'hui, un des examens qui est vraiment à faire et qui a une excellente sensibilité et spécificité, c'est le PET scan. Mais tout le monde ne sait pas l'interpréter. C'est le PET scan centré sur la loge. Et donc, quand il y a une hyperfixation, à condition que le médecin nucléaire sait interpréter ça correctement, il va vous donner la réponse. Mais tout ce qui est paramètres biologiques, malheureusement, il n'y a pas de... Ouais. C'est pas fiable. Oui, Amel. On peut avoir un bilan qui est strictement négatif parce que tout simplement, il se peut que l'infection soit localisée au niveau de la poche du pacemaker et qu'il n'y ait pas de bactériémie systémique. Donc, ce qui fait qu'on va avoir toujours un bilan normal, mais avec des arguments cliniques en faveur d'une infection de loge évolutive. La deuxième chose, c'est pour ça que même dans les recommandations de Bruce Wilcoff, il le classe comme étant une indication de classe 1, même quand c'est une infection localisée de la poche. Bien sûr. Oui, la deuxième raison aussi, c'est que souvent ces patients, ils ont eu déjà pas mal d'antibiotiques. Quand vous les recevez, il y a déjà des antibiotiques qui sont passés par là, et donc ça masque un peu les choses. Ouais. Le moment difficile, c'est au niveau des adhérences veineuses, veines caves, ou au niveau du cœur? Définitivement, c'est au niveau vasculaire. Et plus particulièrement quand on approche du tronc innominé. Et donc là, au fait, on est en train de pousser le matériel comme ça. On essaye de le faire descendre pour lui faire épouser l'anatomie du trajet vasculaire, mais ce n'est pas toujours évident. Et un moment où on a vraiment les sueurs, c'est que quand on arrive avec le laser ou avec le matériel de Cook, et on voit qu'il part perpendiculairement au lieu de descendre. Et là, quand c'est des adhérences et quand c'est calcifié, etc., à un certain moment, on dit stop. Voilà. Parce que si on perfore le tronc innominé, c'est... Voilà. C'est pas toujours récupérable. Quand il y a des végétations, jusqu'à quelle limite tu fais Au fait, on ne considère plus, c'est vrai ta question, parce que dans les recommandations, ça a figuré pendant pas mal de temps. Il y en a encore qui restent un peu vigilants à ça, mais maintenant, au fait, la plupart des équipes ne considèrent plus la taille de végétation pour le retrait. On travaille du côté droit, donc même s'il y a une migration, on n'est pas dans la circulation gauche. Ouais. Dernière question, professeur Fillette, s'il vous plaît. Et à partir de quel mois, j'ai dit, on peut prévoir en fait la constitution de la fibrose? Parfois, des patients, on les reprend facilement. Parfois... Au fait, il y a un truc vraiment très simple. Plus les patients sont jeunes, plus ils fibrosent. Très rapidement, très très rapidement. Et ce n'est pas parce qu'on a une sonde en place qui est installée chez quelqu'un de jeune que depuis moins d'1 an qu'elle va être facile à retirer. Il y a des sondes qui ont 15 ans qui ont été implantées chez des personnes très âgées qui viennent beaucoup plus facilement qu'une sonde qui n'a qu'1 an chez un jeune de 25 ans, par exemple. Il n'y a pas de règle. Mais c'est vraiment, il y a de plus en plus de travaux qui disent que c'est très directement lié à la durée de l'intervention. Plus on traîne et on pousse et vas-y sur la sonde et puis la forme, il y a en interventionnel, comme toujours, chacun a ses méthodes et chacun pense que sa technique est la meilleure et il n'y a pas une standardisation dans la manière dont on rentre dans le VD, etc. Au fait, les sondes, les guides, etc. ont été bien conçus par les ingénieurs pour rentrer de manière très délicate. Il suffit de donner des courbures, etc. et on rentre très facilement à l'intérieur du cœur. Mais là, ce que je dis, que ce soit la France, l'Allemagne, les États-Unis, outre-Atlantique, ils sont un peu plus rigoureux et donc la formation des interventionnels est un peu homogène. On rentre de la même manière, que ce soit à Vancouver ou à Québec, on rentre de la même manière dans le VD. En Europe, on n'a pas trop cette discipline et donc vas-y, je force jusqu'à ce que ça rentre. Point. Voilà, et donc plus j'agresse les vaisseaux, plus j'active les facteurs qui vont générer de la fibrose. Et puis, voilà. Dernière question, s'il vous plaît. Oui, je voulais vous demander, le dernier cas que j'ai eu il y a 2 ou 3 jours, un jeune effectivement que j'ai appareillé il y a à peu près 1 an et qui, au moment de revenir pour le contrôle, j'ai remarqué une petite rougeur.
Une petite rougeur, mais qui n'était pas au regard de la poche du pacemaker, mais plutôt du trajet des sondes. Donc, je me suis dit, plutôt que d'attendre jusqu'à ce que ça se développe, je l'ai fait hospitaliser, surveiller, bilan, etc. Et comme a dit Ibtissam, nickel, CRP normal, rien de particulier. Je l'ai repris, et la fibrose, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas, d'ailleurs, en fait, c'est un bonhomme qui est grand, fort, etc. Il doit faire le double de mon poids et le double de ma taille aussi. Donc, oui, c'est vrai, comme tu dis. Donc, il est tellement douloureux que j'ai dû appeler l'anesthésiste pour le sédater un peu. Et donc, en fait, c'est la sonde qui avait commencé à adhérer par l'intérieur. Et j'ai effectivement eu beaucoup de mal à la... Est-ce que je devais tout changer ? Là, tu as essayé de le reprendre, hein, Oui. c'est bien ça. Et C'est-à-dire tu as j'ai réenfoui libéré- Voilà, j'ai libéré les sondes et je ne sais pas si j'ai bien fait. Moi, je pense qu'à ce stade, je ne le toucherai pas. Si tu peux avoir, ce que je disais tout à l'heure, un PET scan pour ce patient, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème infectieux, ou alors le surveiller le faire venir de manière très rapprochée. Parce que, deux choses l'une, où il est infecté, il va faire paraître son infection, ou alors s'il n'est pas infecté, ça ne serait pas très logique de réintervenir une troisième fois. Plus on intervient, plus le risque infectieux... Je parle du risque infectieux, mais je n'ai pas parlé, faute de temps, je n'ai pas parlé aussi... Il faut savoir que quand on fait un changement de boîtier ou une révision de loge ou une révision là comme ça parce que la sonde, on la voit trop sous la peau, etc., des fois on peut deviner la marque de la sonde à travers la peau, tellement elle est... Des cas comme ça, là, quand on réintervient, on endommage également les sondes. Vous n'allez peut-être pas le voir là dans les jours qui suivent, mais quelque temps après, il va y avoir une fuite de courant. Enfin bon. Les contrôles d'impédance et recueil, etc. ne sont pas suffisants pour innocenter la sonde ? Non, non. Le défaut d'intégrité d'une sonde, soit, si, pour l'impédance, soit elle est hors limite, c'est-à-dire inférieure à 200 ou supérieure à 2000, là c'est clair, il y a un problème. Mais quand vous avez des valeurs intermédiaires, vous ne pouvez pas juger. La seule chose qui alerte, c'est que si vous avez une variation de 30% dans un sens ou de l'autre, plus de 30% dans l'impédance. Et encore. Voilà. Moi, je pense que la pince costoclaviculaire, surtout quand on ponctionne les sous-clavières, et en général les fractures les ruptures d'isolant, c'est à ce niveau. C'est pour ça qu'il faut faire le plus possible de passer par la veine céphalique. Absolument. Pour ce, merci Dr Chahidi, merci à tout le monde.